voilà que mes vivres commencent à manquer. Mais bientôt le soleil revient, et avec lui je retrouve toute mon énergie. Ne rien lâcher, s'accrocher chaque jour. J'irai encore plus loin. La musique m'accompagne et me donne encore plus de courage. Tiens, le drapeau de la Bulgarie. Nous changeons de pays. Les premiers grands rassemblements de cormorans indiquent que l'automne approche. Puis c'est la Roumanie. Les roulottes des Roms, appelés communément les gypsies, peuple de tout temps persécuté, chassé. À cet endroit, le Danube se divise en deux bras. Je prends celui du nord, le bras de Chilia. Mais voilà qu'à l'approche d'Izmaïl, en Ukraine, l'armée m'arrête et on me mène dans une caserne où je resterai 2 jours enfermé dans une petite pièce. Pourtant, quand même, dans mon petit kayak, je ressemble pas à James Bond. Y aurait-il encore une sorte de paranoïa de l'espionnage de l'époque soviétique? On finit enfin par me relâcher et l'aventure continue au milieu de l'immense delta du Danube. Ça y est, environ 3200 km de kayak, 400 km de portage depuis hier, soit 4 mois d'autonomie totale pour traverser l'Europe. Je suis heureux. C'est le moment de faire ma petite fête à moi, tout seul, au bord de l'eau. Voilà la mer Noire, Tchernomor. Mais un vent terrible m'oblige à stopper. C'est là que je rencontre 2 petits bergers et je décide de leur donner mon kayak. C'est décidé, je continue à pied. Souvent je m'arrête dans des écoles pour parler avec les élèves, échanger, partager, apprendre. Finalement, j'arrive à Odessa. Les journaux ukrainiens me réserveront la première page de leur gazette locale. La première partie du voyage est terminée. Je décide de prendre du repos chez Ludmila, une amie à mes parents, et de préparer la suite. J'achète un fameux touloup, le manteau russe en peau de mouton. Puis c'est l'attente, environ 2 mois, pour obtenir un visa longue durée à multi-entrée pour la Russie. Pendant cette période d'attente, j'irai donner des cours de français dans l'Alliance française ainsi que la fac à Sébastopol en Crimée. Mais aussi, puisqu'il y a un bateau qui traverse la mer Noire, j'irai jusqu'à Istanbul et même jusqu'en Grèce. C'est par le détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, que je passe la frontière russe. Dans un petit village miséreux de la région de Krasnodar, je suis attendu par Jena, un ami à Ludmila, qui va m'aider à acheter un cheval et une carriole pour essayer d'avancer dans l'hiver qui s'approche. Avec de la nourriture, mes affaires et de quoi m'abriter pour dormir dans la roulotte, je pars avec Kopchik, mon cheval, de village en village, à la rencontre des gens. Mais voilà qu'un soir, Kopchik m'échappe. La neige est tombée. Il a dû vouloir rentrer chez lui. Me voilà seul, à pied, face à l'immensité russe. Parfois, il faut savoir rester à sa place. Affronter l'hiver sibérien, à pied, seul, sans assistance, me paraît être suicidaire. On ne défie pas la nature. On ne joue pas avec sa vie. Je décide donc de prendre un train en Plaskart. Je rencontre de jeunes militaires qui viennent de Tchétchénie
pour me rendre plein nord, chez des amis à Kirov, où je passerai les fêtes de fin d'année. Comme toujours, l'accueil sera extraordinaire. La vie du peuple russe est dure, les salaires sont misérables, le froid, la peur des bandits. Mais dans les maisons, c'est le cœur qui parle. Et c'est avec les gens du peuple que je connais bien pour y avoir grandi que je passerai des moments inoubliables. Il est minuit. Le président souhaite ses vœux de bonheur. Ils en ont bien besoin. Le fossé se creuse tellement entre les nouveaux riches russes et le peuple. Je pars pour Ourta, juste en dessous le cercle polaire. C'est la région de Gazprom. C'est depuis ici qu'un grand pipeline achemine le gaz à travers toute l'Europe. Je passe une dizaine de jours dans une isba, à la manière des trappeurs de la région, en compagnie de Nikolai. On me mène de datcha en datcha. Tous les amis de Nikolai veulent rencontrer le premier Français à être passé dans la région. Et bien sûr, à chaque fois, c'est l'occasion de faire la fête. À l'extérieur, la température a chuté. Nous apprendrons par la suite que cet hiver sera un des plus terribles depuis les 100 dernières années. Il est temps de reprendre mon sac et le transsibérien, direction Oulan-Oudé, en Bouriatie. Je connais bien cette région du Baïkal et j'y retrouve mes amis bouriates. Je vais aussi à la fac pour parler avec les étudiants. On m'invite à un concert. Et voilà le Baïkal, l'œil bleu de la Sibérie au cœur de l'hiver. Après en avoir fait le tour en kayak 2 ans plus tôt, cette fois c'est à pied que j'irai me balader sur la glace qui le recouvre. Voilà, là, je suis en train de geler. C'est le froid de canard, c'est tout le vent. Terrible. Облом. Я потом тебе расскажу. И круг сделай. Je passe une semaine dans une petite datcha chez mon hôte bouriate. Деревня, да. Coucou. Dans un petit village au bord du lac, là-bas à l'autre côté du monde, j'apprends qu'on étudie le français à l'école. De retour à Oulan-Oudé, capitale bouriate, mais aussi du bouddhisme russe, le temps de faire un visa pour la Mongolie
et je pars en bus direction Oulan-Bator. Après quelques heures dans un décor à couper le souffle, nous arrivons aux portes de la Mongolie. Il n'y a en fait que très peu de postes frontières internationaux. Alors que dans la nature, rien ne nous permet de faire la différence entre les pays, on ressent une nouvelle fois ici que l'homme a fabriqué ses frontières et les défend souvent avec acharnement. Alors voilà Terelj, c'est un petit village à peu près à 2h30 de Oulan-Bator. Voilà, c'est une petite vallée super jolie où on commence à voir quelques camps de yourtes, un petit peu de tourisme maintenant qui se développe, mais les nomades continuent à vivre comme si de rien n'était. Simplement on a la possibilité d'aller les voir sans trop les perturber, sans trop qu'ils changent leur rythme de vie, donc ça c'est bien. Mais il y a un grand hôtel qui se construit, alors peut-être que d'ici quelques temps on verra des cars de touristes qui vont débarquer et quel impact sur leur vie, la vie des nomades, je ne sais pas. J'espère que on leur amènera que des bonnes choses, parce que ce sont des gens extraordinaires qui vivent en harmonie avec la nature et qui ont l'air vraiment heureux de vivre comme ça. Vivre dans une yourte. Je rencontre Joël Rosy, un sacré bonhomme. Du sud-ouest de la France, il est venu vivre au cœur de la Mongolie et fait partager ses passions. Les chiens de traîneau, les grands espaces, la rencontre avec le peuple nomade. Dans ce pays, l'hospitalité n'est pas un vain mot. D'ailleurs, on ne frappe jamais à la porte d'une yourte, on entre. Joël connaît bien ses valeurs, et c'est naturellement qu'il m'accueille sous son toit. J'essaie de l'aider de mon mieux. Chaque jour, il faut couper le bois, aller à la rivière chercher l'eau dans un trou de glace, soigner les chiens, préparer à manger. Quel bonheur de vivre dans la simplicité. Nous avons peu de choses, mais nous avons l'essentiel. À manger, à boire, de quoi se chauffer, et l'amitié, les échanges avec les gens du pays. Ouais, c'est le top. Je découvre le monde des mushers, la complicité avec les chiens, se déplacer librement dans la nature en la respectant. Mais ici, il y a une autre dimension. Aller rendre visite aux nomades, vivre avec eux, chez eux. Sous la yourte, blottis près du petit poêle, les sourires ne quittent pas les visages. Le bonheur est bien là, chez ces gens qui vivent si loin du monde moderne. Dehors, il fait froid. Cette nuit-là, le thermomètre descend sous les moins 50 degrés et nous entendons les loups hurler. Super beau. Génial. Chaque jour, après avoir aidé à la yourte, je pars marcher des heures dans cette nature sauvage. Il y a beaucoup de traces de loups, mais ils se cachent bien. Ces longues balades sont propices à la réflexion. Je me dis que je suis heureux ici avec pratiquement pas d'argent, loin du système de consommation à outrance, du stress. Prendre le temps, apprécier chaque instant de sa vie. À cheval, je vais voir mon ami Shukar. Il m'apprend à ouvrir les yeux,
à comprendre, ressentir là où il vit. Nous nous comprenons, même si je parle pas un seul mot de mongol. Vraiment impressionnant de voir ces enfants de 4-5 ans à toute allure sur leurs chevaux alors qu'il fait dehors moins 30 degrés. Une dernière photo souvenir, reprendre ses affaires, quitter les yourtes, les amis, il est temps de partir. Coucou, voilà la place de Soukbatar, c'est le cœur de Ulaanbaatar. Donc je viens d'arriver là, après 3 semaines fabuleuses en pleine nature. Donc maintenant la route continue. Je viens de récupérer le visa pour la Chine. Donc je vais passer soit par Pékin, donc en train, soit j'ai une possibilité, mais la frontière, c'est pas sûr de passer entre la Mongolie et la Russie au nord-est de la Mongolie. Donc j'ai besoin d'avoir des informations pour savoir si cette frontière est ouverte. Finalement, je décide de continuer vers l'est en minibus et d'essayer de passer cette frontière du bout du monde. 14 heures de route pour arriver à Choibalsan, petite ville poussiéreuse aux immeubles soviétiques. Une ancienne voie ferrée faite par les Russes pendant la guerre contre le Japon va nous mener à cette fameuse frontière. Discrètement, je prends quelques photos. Mes papiers sont bons, les militaires mongols puis russes me laissent passer sans problème. J'apprends que je suis le premier Français à être passé par là. La ville russe la plus proche, Borzia, est à 80 km de piste désertique de là. La chance me sourit, j'embarque à 7 dans une petite voiture